Voilà, petit coup, c'est agréable. En France, dit-on, tout finit toujours par des chansons. Et ces refrains bachiques parviennent encore, en fin de banquet, à donner bonne conscience aux Français qui, pourtant, avec 26 litres d'alcool pur par adulte et par an, détient le record mondial de consommation. Voilà, petit coup, c'est nous. Bonjour à tous, ici Corsac et Isatis pour Baguette et Musette dans ce nouveau Terre de nos pères sur l'Aquitaine. Comme vous avez pu le constater, l'intitulé de la vidéo traite de la Gironde. Il serait en effet tout bonnement impossible de vouloir aborder la région de l'Aquitaine dans son ensemble, puisqu'il n'existe pas à proprement parler d'identité aquitaine. L'Aquitaine désignant en effet à la fois le Béarn, la Gironde, la Dordogne, le Périgord, les Landes et le Pays Basque, tant d'identités fortes sur des petits territoires composant cette grande région, la troisième plus grande de France. C'est pourquoi nous aborderons les identités majeures de l'Aquitaine dans plusieurs vidéos, celle-ci étant la première de la série. Commençons donc par le territoire de la Gironde. Tirant son nom grâce à l'estuaire qui prend naissance après la confluence de la Dordogne et de la Garonne, ce département est le plus vaste de la France métropolitaine. Territoire de savoir-faire, d'exigence et de tradition, sur lequel on peut citer des villes d'exception telles que Bordeaux, Bourg-sur-Gironde ou Libourne. La Gironde profite aisément de son climat océanique lui permettant de vivre des hivers doux et des étés chauds surtout dans l'intérieur des terres. Sur le territoire, la nature a érigé un patrimoine unique que nous, Gaulois, apprécions particulièrement. Le paysage du nord du département est marqué par les coteaux qui bordent la rive droite de la Dordogne et de la Gironde et les collines viticoles se déployant au-delà. Le vaste arrière-pays s'étend sur des sols moins riches, plus agricoles et moins viticoles, de plus en plus sableux et forestiers. Les paysages les plus emblématiques de la Gironde ont en commun leur dimension hors du commun. On peut citer en première place la pinède landaise girondine s'étalant sur des surfaces colossales. En effet, la Gironde héberge une partie de la plus grande forêt cultivée d'Europe. Plantée à partir du XIXe siècle dans une première grande opération d'aménagement du territoire, c'est une forêt de pins maritimes au paysage régulier et infini. Il y a aussi les plages girondines, dont le ruban sableux s'étend sans limite visuelle du nord au sud. Puis comment ne pas citer les horizons viticoles, largement déployés sur les coteaux qui sont présents sur 12% du territoire, pour assurer une production de presque 6 millions d'hectolitres annuels. Enfin, l'estuaire de la Gironde, naturellement vaste, qui divise les paysages girondins entre la rive gauche et la rive droite. Sur la rive gauche, on retrouve une plaine alluviale et de graves provenant des Pyrénées où domine un paysage viticole. Près de la mer, les vignes cèdent leur place aux dunes et aux quelques marais. Sur la rive droite, le paysage est beaucoup plus marqué et plus diversifié. On trouve notamment des falaises mortes et des collines. Les vignes y sont moins présentes, hormis sur les quelques plateaux. À échelle nationale, ce sont ces grandes étendues, ces grands paysages hors du commun qui ont façonné l'image de la Gironde. Habitée depuis longtemps, la Gironde peut se prévaloir d'un patrimoine architectural de qualité avec une forte utilisation de calcaire comme matière première. De très nombreux bâtiments prestigieux parsèment le territoire. Vous pouvez penser naturellement au château viticole près de Bordeaux, mais on peut aussi penser aux églises, aux forteresses, aux maisons de maître. Il y a des bâtiments beaucoup plus modestes comme les granges, les maisons de bourg, les fermes, car après tout il n'existe pas de pays sans paysans. Pour illustrer cette architecture, on peut donner quelques exemples, comme par exemple le château de Vers, de Roquetaillade, ou encore celui de Brède. Le château de Vers s'élève entre la Dordogne et l'un de ses affluents, le Gestas. Le domaine témoigne de plusieurs influences architecturales, le Moyen-Âge, la Renaissance et le classicisme, qui le rendent unique en son genre. Il profite d'une vue imprenable sur le fleuve, avec son jardin médiéval en premier plan. Le château de Roquetaillade, quant à lui, avec ses murs de pierre blanche, est une représentation à lui seul de l'architecture féodale française. C'est le neveu du pape Clément V, le cardinal de la Motte, qui lança sa construction en 1306. Plus tard, la rénovation de cet édifice est confiée au célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui en fait un chef-d'œuvre. Enfin, le château de la Brède avec son jardin entouré de douves, qui vit la naissance de Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède, plus communément appelé Montesquieu, en 1689. La rumeur dit aussi qu'il rédigea la majorité de ses œuvres dans cette forteresse, notamment Lettres persanes et De l'esprit des lois. Le célèbre romancier Stendhal y est également passé en 1838. Ce château est donc empreint d'histoire et de littérature, et a vu défiler quelques grands noms de ce monde. Après avoir évoqué ces immenses bâtisses, passons à présent à l'habitat rural du Girondin.
Au XVIe siècle apparaît un nouveau type de maison, la coucoute. C'est une maison à façade sur pignon qui possède un toit à deux pans et généralement pas de sous-sol. Puis son architecture a petit à petit évolué pour aboutir au XVIIe et XVIIIe siècle au modèle des chartreuses classiques et bourgeoises. Les façades sont devenues plus symétriques et les toits à 4 hauts sont apparus. Les maisons du XIXe siècle ont quant à elles souvent un étage occupé par les chambres. Au bas de la hiérarchie des maisons rurales se situe la maison du salarié agricole, dit le bordier. La façade exposée au sud donne sur une cour et un jardin attenant. Une porte, souvent placée au centre, permet d'accéder directement à la salle commune, dit l'oustal. Les deux fenêtres permettent d'éclairer et la salle et la chambre. Le sol du logis est couvert de carreaux et le cellier de terre battue. À l'intérieur, la cheminée est le cœur de la maison. La niche est encadrée par deux jambages en pierre surmontés d'un linteau de pierre où reposent généralement des petits pots contenant le sel, le sucre, la farine, les épices, etc. Dans les territoires un peu plus pauvres, notamment dans l'ouest girondin, le linteau est fait de bois et le manteau, fait de briques et recouvert d'un enduit à la chaux. On peut parler à présent du potager, non pas le petit terrain que vous entretenez chez vous au fond de votre jardin, mais ici l'appareil de cuisson ancestral, qui était généralement près de la cheminée. Bâti en briques, il recevait les braises du foyer pour réchauffer les plats. Au-dessus de lui, le mur était protégé par une faïence bleue qu'on retrouve parfois au-dessus des éviers. L'évier en question est souvent encastré dans l'épaisseur du mur de la salle commune. Sous sa rigole, un baquet de bois récupérait jadis les eaux usées pour les porcs. Ce foyer chaleureux ne nous invite qu'à une chose, mettre les pieds sous la table en famille. Marquons le coup comme si nous rentrions de la messe du dimanche, habillons-nous mieux qu'à l'accoutumée et sanctifions cette journée par un bon repas pour marquer le coup. Vous l'aurez compris, nous parlerons de gastronomie. En apéritif, vous pourrez apprécier le lillet, une boisson à base de vin produite à Podensac, près de Bordeaux. Il est composé à 85% de vin et à 15% de liqueur de fruits et de quinquina. Pour commencer les hostilités et les choses un peu sérieuses, nous vous proposons en plat principal de la viande rouge, le bœuf basadé, qui serait issu d'une race bovine très ancienne qui, selon les sources, aurait été déjà connue des Romains, ou pour certains serait un vestige du passage des morts au 8e siècle. La race grise de Bazas est originaire des pâturages autour de la ville de Bazas qui lui a donné son nom. Cette race bovine est si importante en Gironde qu'elle est célébrée plusieurs fois dans l'année au travers de festivités populaires dont nous vous parlerons un peu plus tard. L'accompagnement de ce bœuf pourra se faire avec des cèpes de Gironde. Les Romains consommaient déjà des cèpes, mais ce repas va se voir petit à petit oublié avant de revenir progressivement sur les tables des nobles gourmets, jusqu'à revenir en grâce et sortir de sa province vers les années 50. Aujourd'hui, sa consommation a pris une ampleur mondiale, mais le marché français n'utilise que la production régionale, dont la Gironde peut se vanter. Pour conclure ce repas, quoi de mieux que de finir sur une douceur mondialement connue, l'incontournable cannelé bordelais. C'est un petit gâteau à pâte molle et tendre, parfumé au rhum et à la vanille, en forme de cylindre. Il est cuit dans un moule originellement en cuivre qui lui donne une fine croûte caramélisée. Son nom provient du gascon, langue parlée à Bordeaux jusqu'au XIXe siècle. Ce sont les religieuses du couvent des Annonciades, situé derrière l'église de Sainte-Eulalie, qui les fabriquaient. Elles récupéraient sur le port le blé tombé des cales des bateaux ou des sacs éventrés, ainsi que les jaunes d'œufs, des chais à vin du quai des Chartrons, les blancs d'œufs servant à coller les étiquettes sur les bouteilles de vin. Bordeaux étant le port des îles et du Rhum, on ne manqua pas de rajouter une goutte de cet alcool avec un soupçon de vanille. Évidemment, ces petites friandises étaient distribuées aux pauvres et vendues à leur profit. En 1790, les sœurs furent chassées de leur couvent. Plus de cannelés. Heureusement, la recette fut reprise par les Bordelais et la tradition se transmet depuis. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la recette est prise en main et améliorée par les professionnels. Le cannelé retrouve alors sa place dans les bonnes pâtisseries bordelaises pour devenir un emblème de la ville. On compte environ 800 fabricants de cannelés en Aquitaine, dont 600 rien qu'en Gironde. Dès 1992, la consommation de cannelés en Gironde est évaluée à 4,5 millions d'unités. Avez-vous vraiment cru que nous vous laisserions manger sans vous rincer le gosier ? Nous allons à présent vous parler de vin. Comme l'a dit Léonard de Vinci à propos de son pays, mais cela pourrait très bien marcher avec la Gironde, chez nous, les hommes devraient naître plus heureux et plus joyeux qu'ailleurs, car je crois que le bonheur vient aux hommes qui naissent là où l'on trouve le bon vin.
Nous vous proposerons donc d'accompagner votre repas, qui ne le serait sans cela, d'une bouteille de vin local. D'ailleurs, décrire la Gironde sans évoquer ses vins reviendrait à parler d'un auteur sans citer ses œuvres. Comme nous avons pu vous l'évoquer précédemment, la Gironde et son affluent, la Dordogne, divisent la région de Bordeaux en deux grandes zones, auxquelles correspondent deux grandes productions de vin. La rive gauche, à l'ouest et au sud de Bordeaux, avec son sol de gravier, produit le Haut-Médoc, le Grave et le Pessac-Léognan. Sur la rive droite, au nord de la Dordogne et au nord de la Gironde, les sols d'argile produisent le Saint-Émilion et le Pomerol. L'apparition de la vigne en Gironde remonterait au 1er siècle de notre ère, lorsque les Biturgi vivisques, un peuple de guerriers celtiques, décident de planter leur propre vignoble avec un nouveau cépage plus résistant au froid, le Biturica, ancêtre des cépages cabernets. En 1152, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, épouse Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Dès lors, naissent des échanges commerciaux très importants. Les Anglais exportent des aliments, textiles et métaux, et importent des vins de Bordeaux. Ils le nomment Claret, en raison de sa couleur claire. L'importance de la flotte anglaise et la facilité d'accès au port de Bordeaux par l'estuaire de la Gironde favorisent les expéditions de vin par voie maritime et permettent l'essor du vignoble et du port de Bordeaux. À cette époque, les expéditions se font par tonneaux d'une capacité de 900 litres. Le tonneau devient par la suite l'unité de volume internationale pour le jaugeage des navires. Au XVIIIe siècle, les îles d'Amérique, Saint-Domingue et les Petites Antilles assurent la croissance des exportations viticoles bordelaises. Par ce trafic colonial, Bordeaux connaît une extraordinaire prospérité jusqu'à la Révolution. L'Angleterre, quant à elle, ne représente plus que 10% des exportations des vins de Bordeaux, mais elle met à la mode des vins fins recherchés par la haute société londonienne. À cette même époque, apparaissent les premières bouteilles bouchées et scellées. Ce sont les Girondins qui, au XXe siècle, après une crise sans précédent, aboutiront en 1936 à une nouvelle juridiction, la nomination appellation d'origine contrôlée, régie par des décrets de contrôle qui indiquent des conditions de production précises, aires géographiques, cépage, rendement, degré, méthode de culture et de vinification. Et cela ne se fit pas pour rien puisqu'aujourd'hui les appellations d'origine contrôlée représentent 90% de la production bordelaise. Une autre anecdote intéressante est qu'aujourd'hui, avec le bon sens vigneron et le bon sens paysan, l'utilisation des désherbants a pratiquement disparu. 95% du vignoble de Bordeaux est à nouveau enherbé comme autrefois. Nous pouvons voir à l'œil pétillant et à l'aspect rougeau de certains de nos auditeurs que ces boissons ont égayé votre humeur et que ce vin rouge, le sang de la vigne, fait chanter votre sang et vos pensées. Comme disait Charles Baudelaire, un soir l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chair déshéritée, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Que ce chant vous inspire et vous invite à danser au son de ces quelques fêtes girondines. Vous pourrez ainsi danser à la fête de la Saint-Jean à Bazas à l'occasion du solstice d'été. Héritée des cultes païens et réinterprétée par le catholicisme, cette fête fait aussi référence à une ancienne tradition remontant au XIIIe siècle, lorsque la région était encore sous la domination du perfide Albion. Édouard Ier, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, dans le cadre du partage des pouvoirs avec l'évêque, décrète que chaque année, le 23 juin, à l'occasion de la Saint-Jean, les bouchers de Bazas doivent offrir au clergé un taureau. En compensation, les bouchers se voyaient octroyer alors le privilège de promener leurs bœufs dans les rues de la ville pour le jeudi gras, invitant ainsi les populations locales à se réjouir et à festoyer. Depuis cette date, la fête des bœufs gras se perpétue, soit depuis près de 737 ans. Aujourd'hui et depuis 1969, la fête de la Saint-Jean commémore cette tradition et permet de promouvoir la race bovine bazadaise. La fête de la Saint-Jean commence sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas, avec des défilés, de la musique, une représentation théâtralisée, accompagnée de sons et lumières faisant référence à l'ancienne tradition du don du taureau. Par la suite est allumé le grand feu de la Saint-Jean. C'est le troisième événement important dans l'année à Bazas, après les feux de Noël et la promenade des bœufs gras de Mardi Gras. Comment ne pas dire un mot à présent sur ces fameux feux de Noël de Bazas, eux aussi hérités des racines les plus lointaines de l'Occident, avec ses fêtes de solstice. Les feux de Noël sont dans le Bazadais un rituel familial de la nuit du 24 au 25 décembre. Parents et enfants font le tour des champs leur appartenant, le plus souvent proche de leur maison, avec un brandon mobile, donc c'est une sorte de torche,
en récitant des incantations censées protéger leur future récolte. Voici la plus répandue de ces incantations. Nous vous la lisons en français, mais celle-ci se récite bien entendu en occitan. La voici. Flambeau de Noël, le porc dans le sel, la poule dans le pot, courage voisin. Cette incantation est un rituel d'abonde et de protection des récoltes, mais au-delà, d'autres formules renvoient clairement à l'univers des croyances populaires et aux rituels de protection relatifs aux loups-garous et à la sorcellerie. Il existe de nombreuses autres festivités en Gironde, ces dernières sont beaucoup plus récentes et touristiques, mais sont directement héritées ou inspirées des fêtes des vendanges anciennes. Nous voulions avant tout vous parler de ces fêtes très anciennes, mais nous pouvons aussi vous parler de traditions nouvelles, ceci nous montrant que nous pouvons être autre chose que des héritiers et que nous pouvons être nous aussi créateurs de traditions. Voici un exemple très à propos. Toujours en basadé, la chasse à la palombe est un art consommé qui se pratique tous les ans du 15 septembre au 15 novembre, période de passage migratoire du bel oiseau bleu. Depuis quelques années, une manifestation particulière lui est consacrée, mise en scène par la confrérie des Paloumères de Baza, dépositaire des traditions en ce domaine. Comme nous pouvons le voir, les traditions naissent du lien à la terre et à la nature, de la chasse, de l'agriculture, mais aussi de la foi. L'Église catholique est en effet sollicitée dans toutes ces traditions car elle a une place très importante. Elle donne du sens à bien d'entre elles en exaltant la création divine et le rapport que l'homme entretient avec elle. Nous ne pourrons jamais plus créer de traditions en ces terres si nous ne renouons pas avec la terre et avec la vraie religion. Comment en effet créer quoi que ce soit d'enraciné si nos vignobles sont rachetés massivement par des actionnaires chinois, si nos châteaux sont rachetés par des personnalités étrangères, et si nos églises sont désertées? L'État est bien entendu responsable de laisser ce patrimoine, fruit de notre sueur et de notre sang, se délabrer et à la portée de toute acquisition étrangère. Mais mesurons aussi notre inaction et notre léthargie dans le confort. On peut voir que les classes les plus modestes se sont fait ainsi déposséder de tout ce qu'ils avaient jusqu'alors, l'essentiel, le plus précieux et à la fois le plus gratuit, leur foi, leur religion et leur terre. La consommation à bon marché est devenue leur seul échappatoire. Merci donc à cette confrérie des Paloumères de Baza de nous montrer l'exemple en créant des traditions. Qu'en est-il des danses en Gironde? Les danses girondines sont généralement des danses partagées par toutes les cultures gasconnes, de la Gironde jusqu'au Gers. Certaines de ces danses sont directement héritées des brances du Moyen-Âge où les danseurs marquent le pas en se croisant et ressemblent donc à d'autres danses régionales françaises. D'autres sont plus atypiques, comme la castagne, qui veut dire châtaigne en occitan, qui se dansait avec des gros lots pour chasser les mauvais esprits à la fin des fêtes de vendange en Gironde, qu'on appelait alors acabaille, venant du mot achever en occitan. On avait aussi l'habitude d'ouvrir un bal à la sortie de la messe de minuit à Noël. Il existe également, comme en Auvergne, des danses exclusivement féminines, comme celle des filles de Libourne, qui a tout à voir avec une branche le classique. Une autre danse atypique de Gironde est le loup, une création chorégraphique autour du thème du loup qui autrefois occupait les forêts et les montagnes de nos régions. On n'hésitait pas alors, lors de ces chorégraphies, à mobiliser les foules, et le principal but de ces chasses dansées était de faire du bruit, que ce soit par des cris ou en tapant les sabots au sol ou entre eux. Vous vous doutez bien que ces traditions seraient peu de choses, sans des costumes colorés comme le sont le fruit de cette région gorgée de soleil, et balayée par les vents de l'Atlantique, et sans une langue chantante comme le sont généralement les dialectes du sud de l'Europe. C'est pourquoi nous allons rapidement aborder les costumes régionaux. Ils sont multiples et peuvent varier selon les classes sociales, et selon la proximité avec la mer, car n'oublions pas que la Gironde jouit d'un panorama exceptionnel sur l'Atlantique, avec des villages de pêcheurs et des beautés reconnues, mais envahis par le tourisme de masse comme la dune du Pilat par exemple. Ainsi on peut parler du costume dit bourgeois des femmes au XIXe siècle en Gironde, de couleurs vives et multiples sur fond pastel, avec soit des rayures ou des fleurs, qui comportent deux pièces principales. Le haut, dit le caraco, cintré et plissé dans le dos, aux manches courtes, se terminant par des broderies surmontées d'un châle, assorti à la coiffe en dentelle anglaise et maintenue par une broche. On appelle la coiffe la cadichonne. Elle est impérativement blanche, étroite et surlevée, en dentelle anglaise. Elle peut aussi être remplacée par un chapeau de paille. La deuxième pièce maîtresse est la jupe, de forme large descendant aux chevilles, et agrémentée d'un tablier appelé le devant de taou. Le costume masculin porté par les Girondins était porté principalement le dimanche par les bateliers du XVIIe siècle.
bateliers qui remontaient sur leur gabarre la Garonne de Toulouse à Bordeaux. Ils portent un pantalon blanc, un gilet coloré, une veste de couleur vive et un chapeau plat de feutre noir. Les musiciens ont eux aussi leurs costumes. Ils portent souvent le béret, la blouse et le foulard des maquignons, ces marchands de bestiaux qui parcouraient autrefois les foires de la région. Mais le béret est un couvre-chef commun à toutes les classes laborieuses du Sud-Ouest. Vous l'aurez compris au cours de l'émission, la langue régionale de la Gironde est l'occitan, ou languedoc. Pour l'aborder brièvement, cette langue romane du tiers sud de la France, avec ses multiples dialectes, est parlée en moyenne par près de 110 000 locuteurs français. C'est encore un trésor linguistique à préserver. Voilà, nous n'avons hélas pas assez de temps et nous espérons ne pas être trop soporifiques pour vous évoquer la richesse de chaque région. Nous vous laisserons là-dessus pour la Gironde et nous vous retrouvons très bientôt avec un autre terre de nos pères sur l'Aquitaine, en abordant cette fois-ci le Périgord. Pour vous faire patienter d'ici là, nous vous laissons avec ce petit fond musical médiéval très à propos avec la région viticole que nous avons étudiée aujourd'hui. C'était Corsac et Isatis pour Baguette et Musette. À très bientôt.